Bonjour à tous, ici Captain Spark, et aujourd'hui, vidéo de présentation du jeu Dominions 4 Thrones of Ascension. Alors qu'est-ce que c'est? C'est un jeu de stratégie tactique à la sauce médiévale fantastique, réputé à la fois pour sa profondeur, sa complexité et son interface un brin démodée. Si j'ai décidé aujourd'hui de vous faire cette présentation, c'est parce que je connais bien le jeu et que j'envisage peut-être de réaliser un guide sur son interface, comme j'ai pu le faire sur mon blog. Mais pour commencer cela, rien de mieux qu'une petite présentation. Alors, le jeu est développé par deux Suédois du studio Illy Winter Games, qui publie depuis la fin des années 90, de manière un peu indépendante, la série Conquest of Elysium, une sorte de Dominions à la sauce jeu de rôle, et la série Dominions. Ce qui est intéressant tout de suite à noter, c'est que de 2001, le premier Dominions, à 2013, le tout dernier que nous sommes en train de voir, les développeurs sont passés de 600 à 1200 unités, de 300 à peu près 900 sorts, et sont restés à 300 objets magiques différents, tout en mettant 75 nations réparties en 3 âges. Donc on voit tout de suite la profondeur possible, sachant que chaque nation a sa propre armée, ses propres unités, ses propres sprites, ses propres sorts, etc., etc., etc. Et donc, pour vous présenter tout ça, on va lancer une partie et vous expliquer un peu de manière sommaire les différentes mécaniques du jeu. Pour préparer peut-être... qui sait? Futur guide, futur let's play, je ne sais pas. Alors c'est parti, donc create a new game, hop. Donc là vous avez le choix entre différentes cartes qui sont ou bien rajoutées par les développeurs, ou bien rajoutées par des joueurs, parce que c'est très facile de modder. Donc par exemple, Big Black Peaks, voilà, ça ressemble à ça, et vous avez les différentes provinces, vous voyez. Mais moi je vais vous présenter la carte d'un modeur français, qui réalise notamment je vais vous montrer le project Omniomicon, donc des factions, enfin des vraies nations, avec masse d'unités, masse de descriptions et même quelque chose qui revoit le gameplay complètement. Bref, il s'appelle Pymous, P-Y-M-O-U-S, et regardez ce qu'il peut faire en dessin, cette carte qui est assez magnifique, et sur laquelle nous allons nous exercer un peu pour cette vidéo de présentation. Hop. Donc, game name. Hop. Donc, là, il faut choisir parmi 3 aires. Donc, chaque aire a à peu près 30 nations, qui sont parfois les mêmes, mais à des stades d'évolution différents, et parfois différentes. Donc, en gros, au début, les Early Ages, c'est le moment où les mecs se tapent avec des armes en bronze, et ont beaucoup de magie. Alors que dans le Late Age, c'est les moments où les gens se tapent à coups d'acier trempé et d'arbalètes, mais qui ont très peu de magie. Donc on va aller pour le Late Age, pour le moment. Hop. Donc là on rajoute des joueurs. On les met en master parce que on s'en moque, on va pas continuer cette partie très longtemps. Je crois que c'était entre 8 et 12 d'après la carte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bon, on va dire ça. Et c'est le moment de choisir sa nation. Donc vous voyez, pour le Late Age, on a toutes ces nations-là. Alors elles sont toutes très différentes. Donc je vous l'ai dit, hein, toutes leurs propres unités, et leurs propres mécaniques aussi. Par exemple, Lemuria a un Dominion, je vais vous expliquer ça dans un instant, qui tue sa propre population pour invoquer des esprits. R'lyeh et Atlantis sont des nations sous-marines. Elles commencent sous l'eau, alors que les autres, c'est des factions terrestres. Et puis après, vous avez différents styles. Hein. Généralement, c'est inspiré ou bien de la mythologie, ou bien de l'histoire, ou bien des deux. Par exemple, Cthis, c'est des âmes serpents qui sont habillés à peu près à la manière des Égyptiens antiques. On retrouve sinon Kaelum, c'est une nation d'aigles, d'hommes-aigles en fait, donc qui vivent dans les montagnes et dont beaucoup de troupes ont la capacité de vol, ce qui est très utile sur la carte de campagne.
On a Patala, une nation de singes inspirée des castes hindous. Puis nous, ce qu'on va faire, c'est Jomon Human Daimyos, inspiré par la période du Sengoku Jidai japonais. Donc c'est parti. Hop. On appuie sur OK. Donc là, c'est la présentation de la nation, avec une petite histoire. Donc là, en fait, les Jomon, c'est une évolution de 2 nations précédentes, dans les 2 précédents âges, qui étaient dirigées par des démons. Là, les démons, on nous explique que les démons ont été bannis, et que maintenant, c'est le moment de... c'est le temps des hommes. Donc, c'est une race d'humains. Au niveau militaire, ils ont de l'infanterie légère, des archers samouraïs, de l'infanterie samouraï, de la cavalerie samouraï et des assassins ninja, donc bon, tout ce qu'on attend d'une nation inspirée du Japon féodal. La magie est faible, et ils ont des mages qui sont forts en astral, en terre, en nature, en feu, en air et en eau. Et ils ont des prêtres moyens. Bon voilà. Donc là on appuie sur OK. Alors cet écran est peut-être un des plus importants du jeu, puisqu'il va en fait conditionner votre manière de jouer. Alors Dominion, c'est simple, vous dirigez une divinité qui elle-même dirige une nation unie dans une même foi, et le but est d'écraser les autres nations et donc les autres religions, parce qu'il ne peut en rester qu'un. Donc ou bien c'est une ode au monothéisme, ou bien c'est une grosse guerre de religion, tout simplement. Donc paramétrer votre dieu est très important, puisqu'il donne des bonus à toute votre nation, du moment que cette nation croit en vous. C'est notamment le cas du Dominion. Le Dominion, c'est le potentiel de foi de chaque province. Il évolue en fonction des conquêtes militaires, de si vous avez posé des temples, de vos prêtres qui prient, etc. Et ils peuvent accorder des bonus précis. Par exemple, regardez, là, je mets 3 en production, ce qui fait que dans les provinces où les gens croiront en moi, ils produiront plus de ressources et gagneront plus d'argent. Alors que si je mets en arrière, ce sera l'inverse. Alors pourquoi je ferais ça? Pour gagner des points. Parce que à 0, voilà. À 1, on perd des points. À 2, 3. Et à moins 1, on gagne des points. On peut aussi gagner des points en emprisonnant notre dieu. C'est-à-dire là, il est accessible directement. Et là, il est accessible beaucoup plus tard dans le jeu. Donc, mais tout en accordant ses bonus. Donc nous, on va partir... pour Jomon, nous, on va partir sur une nation un peu sacrée, puisqu'ils ont de bonnes troupes sacrées assez accessibles. Donc on va le mettre Imprison, on va prendre... Alors là, vous avez un choix de dieux, hein, qui sont un peu différents suivant la nation que vous choisissez. Moi, je vais prendre le Phénix. Clique droit dessus, et vous voyez, il est immortel. S'il meurt, il réapparaît dans votre dominion. Pas mal. Donc OK. Donc là, j'ai le nombre de points qu'il me donne. Là, je vais monter le nombre de bougies. Alors, le nombre de bougies, c'est la force de votre foi. C'est-à-dire si elle se propage vite ou plus lentement. Mais c'est aussi, ça conditionne le nombre de troupes sacrées que vous pouvez recruter chaque tour. Donc, on va partir sur 8, c'est pas mal. Ensuite, on va partir sur de la production. Et on va partir sur la magie. Alors, il est important, suivant la nation choisie, de choisir ou bien de la magie qui vous sert, ou bien de la magie inaccessible à vos autres mages. Donc c'est généralement là que vous pouvez avoir vraiment des magies très fortes, jusqu'à 9, alors que vos troupes généralement ne vont pas dépasser 3 ou 4. Et vos invocations un peu plus, mais ça c'est un autre problème. Donc là, comme vous le voyez, si je mets mon dieu à une capacité de magie de feu à 9, je gagne un effet de bénédiction. Alors, à qui s'applique cet effet de bénédiction? Tout simplement à vos troupes sacrées. Donc mes troupes sacrées, si elles sont bénies, auront plus de morale, plus d'attaque, et des armes enflammées. Ce qui est, on va pas se leurrer, très sympa. Donc on va partir sur ça. Même s'il n'est pas là, hein. Même s'il est emprisonné et qu'il arrivera au bout de 2 ans. Donc voilà. Ensuite, on peut mettre de l'ordre, non, on s'en fout. Bon, là c'est pas optimal hein, ce que je suis en train de faire, c'est juste pour vous montrer. En réalité, je vous conseille généralement quand vous vous lancez dans une nation, de regarder des guides sur internet. Enfin des guides par nation. En plus de mon guide sur l'interface, mais ça on verra ça plus tard. Ouais. Voilà. Bon, on va dire, voilà, on va partir sur ça.
on appuie sur OK. Le nom de notre dieu, Captain, All Praise Captain, merci. On appuie sur OK. Et là, on a les différents settings. Donc, on va pas toucher à grand chose. On va mettre des événements aléatoires un peu plus communs. Les événements de l'histoire, c'est-à-dire vous aurez des événements spéciaux suivant la nation que vous jouez. Les graphiques. Le Hall of Fame, alors ça c'est les meilleurs guerriers du monde. C'est-à-dire si votre héros a suffisamment d'expérience et tout ça, il va rentrer dans ce Hall of Fame, qui a que 15 entrées, et gagnera des compétences légendaires. Mais donc c'est limité à 15. Pour toutes les nations et pour tous les indépendants du jeu. Alors après la recherche standard, et les Thrones of Ascension, donc ça c'est le titre de Dominion's 4. C'est une nouveauté introduite donc en octobre 2013. Avant, ou bien vous prenez des provinces et gagnez des points de victoire, ou bien vous écrasez par votre dominion l'adversaire, généralement en réduisant sa nation en cendres. Et maintenant, on a créé une victoire par trône d'ascension. Alors c'est quoi? Je vous ai expliqué que le but du jeu c'était d'emmener votre dieu sur le piédestal et d'en faire le dieu suprême, qui va pouvoir remettre de l'ordre lui-même dans le monde. Donc pour cela, il a besoin de trône d'ascension. Par exemple, là, il a besoin de 10 points d'ascension. Il y a, on va dire, 5 trônes de niveau 1, 2 trônes de niveau 2 et 1 trône de niveau 3. Donc au total, il y a 12 points et il doit en avoir 10, sachant qu'un trône de niveau 1 rapporte 1 point quand il est capturé, etc. Donc ça crée des objectifs en jeu tout à fait sympathiques, que généralement vous protégez par une forteresse, un château et tout ça. Donc ok, c'est pas mal, on garde ça. Là, ça, ce sera quand on fera des trucs plus intéressants, où on pourra renommer nos petites troupes, en fonction peut-être de ce que vous direz en commentaire. Et là, on appuie sur OK. Et c'est parti. Donc, ça c'est le message du début de tour. C'est un jeu en tour par tour. Donc, là, on nous explique à peu près que un dieu suprême dominait ce monde, mais il s'est barré, et du coup, il reste toutes les nations et les petits dieux mineurs qui se battent pour essayer d'avoir son trône laissé vacant. Bah, c'est parti. Donc voilà. Notre capitale est ici. Jomon d'ailleurs. Names. Hop. Voilà. Donc, on dézoome. Regardez-moi cette carte. Dessinée par Pimous, hein, je le rappelle. Très belle caverne. Volcan. Une représentation de ville pour symboliser les provinces avec Farmland, qui rapporte beaucoup d'argent, parce qu'il y a beaucoup de population dessus. Une petite île, là, tranquille. Et les trucs rouges, ça c'est les trônes d'ascension répartis aléatoirement sur la carte. Donc là, comme vous le voyez, on en a un à l'ouest et on en a un à l'est, ce qui est toujours sympa. Là on est un peu bloqué par le fleuve, donc il suffit de passer par là et hop. Donc c'est pas mal, là c'est plus proche. Et ils sont surtout à côté de Farmland. Donc moi ce que je... On va peut-être partir... Ah, ici aussi, il y en a une. Ah, ça, c'est très bien, ça. Vous voyez, ça, c'est une province stratégique parce qu'il y a un pont. Et toutes les nations ne peuvent pas traverser les fleuves, hein, sauf les nations volantes et si le Dominions est un peu glacé. Bon, ok. Donc, bah, c'est parti. Alors, qu'est-ce que nous avons là? Donc, nous avons notre capitale, je l'ai dit, Jomon. Là, nous avons nos deux commandants de base. Donc ça, c'est un espion, clique droit dessus. Stealthy, donc il peut entrer dans des provinces et nous avertir du nombre de troupes présentes. Donc on va l'envoyer, comme on va aller par là-bas, on va l'envoyer ici, tiens. Ouais, on va essayer de viser cette province, parce que ça rapporte beaucoup d'argent. Voilà. Ensuite, nous avons notre commandant. Donc un commandant, voilà, avec toutes ses statistiques, ses armes, son armure et son équipement quand nous construirons des objets magiques. Pas pour le moment. Donc, présentation des unités. Là, vous voyez tous les commandants que vous pouvez recruter. Vous pouvez en recruter un par tour. Donc, du ninja au daimyo, qui a un bon leadership, donc il peut commander beaucoup de troupes.
en passant par les mages, qui a un leadership tout pourri, mais qui a un prêtre de niveau 2. Pas très intéressant. Et puis après des prêtres, des petits mages. Vous voyez, niveau 1 en magie de la terre et de la chance d'avoir une des magies. Et bah nous on va prendre, lui il prend 2 tours à se faire. Donc on va prendre plutôt le Master Shuganja. Voilà, on va mettre repeat. On peut avoir qu'un par tour, hein, regardez, hop, c'est grisé. Et ensuite vous voyez, il nous reste des ressources, de l'argent et des points de sacrés. Donc on peut recruter d'autres troupes. Donc les Ashigaru, nos troupes de base. 8 or, 11 ressources. Nos différents types de samouraïs. 15 or, 22 ressources. Et l'armure ça coûte cher. Et nos 2 troupes sacrées. Donc on a le choix entre le Sohei et le Yamabushi. Dans mon ancienne partie, j'étais parti sur le Yamabushi, donc on va partir sur ça. Donc on en recrute pas mal. Hop, c'est pas mal ça. 6 Yamabushi, hop. Ils vont nous être assez utiles. Exit. En parlant de ça, notre petit commandant là, si on veut qu'il bénisse nos troupes sacrées, on va le faire devenir prophète. On a le droit à un prophète à un moment. Donc ce sera Masabune, notre prophète. Parfait. Si on veut et si on a de l'argent, on peut recruter des mercenaires. J'ai pas d'argent, donc c'est terminé. Et je vais vous montrer quand même mon armée. Vous appuyez sur Army Setup, et là, vous avez votre général et son escouade. Donc on a 15 Ashigaru et 10 samouraïs archers. Alors samouraïs archers, hein, petite note, notamment, normalement les archers ils sont un peu pourris au niveau du corps à corps et de l'armure. Là on a quand même une armure de samouraï, donc on a une protection de 15 qui est énorme, hein. Et en plus ils se défendent au corps à corps, et en plus ils tirent. Bon bah c'est parfait, comme unité, c'est parfait. Bon, par contre ils ont 9 points de vie, mais ça c'est parce que ce sont des humains. Vous verrez vite dans le jeu que les humains ont entre 9 et 11 points de vie, et les autres créatures peuvent varier en dessous et beaucoup plus. Bon, voilà. Donc là vous voyez c'est la partie stratégique, hein. On s'étend de province en province, et donc on va faire End Turn. Donc là on a les messages des gens qui ont mis en place leur prophète. Ah, on a les Muria, tiens. Je vous en parlais. En fait c'est une évolution des Romains morts-vivants du Middle Age, Airmore. Airmore Middle Age, ça invoque des squelettes, des zombies et des ghouls chaque tour sur vos forts, et ça tue votre population. Là c'est l'évolution, on va dire. Mais il y a toujours des centurions apparemment. J'ai jamais joué cette nation. Faudrait que je vois ça. Ok. Donc un tour égale un mois. Donc là on est... Donc là on a passé un mois, et une saison c'est 3 mois. Les saisons peuvent influer sur vos troupes, hein, je tiens à le préciser. Donc là vous voyez on a un peu plus de connaissances sur les provinces alentours. Ça c'est les provinces indépendantes, donc qui ont toute une armée locale qu'il faut massacrer pour prendre la province. Voilà. C'est un peu violent comme jeu, hein, je vous avoue, puisqu'en plus il n'y a pas de diplomatie, puisque c'est une guerre de religion. Donc ça c'est clair, c'est fait. Donc là où il y a notre espion, on a un rapport assez détaillé, et généralement assez précis. Donc on a 40 unités ici, de la milice, de l'infanterie lourde et des archers. Bon, pas trop compliqué. Alentour, c'est plus variable. Parfois c'est une approximation. Donc là 60 unités de Deer Tribe Warriors et Deer Tribe Archers, ça peut être moins, ça peut être plus. On sait pas. Pour éviter les mauvaises surprises, il faut toujours envoyer un petit espion sur place. Ah oui, regardez comme notre espion est normalement... Ah, c'est un assassin. Il a une compétence spéciale qui lui permet d'assassiner des commandants ennemis, mais bref. Là, on va trop loin. Donc, pour l'instant, nous, je vous rappelle, on a pris des troupes sacrées. Donc, on les sélectionne et on les met dans l'escouade là. Et là, vous allez voir un aperçu de l'aspect tactique du jeu. Je vous ai dit que c'est un jeu de stratégie tactique. Donc stratégie, on s'étend de province en province. Et tactique, on peut se battre sur le champ de bataille. Donc, avant la bataille, il faut paramétrer vos troupes. Donc, par exemple, notre prêtre maintenant, regardez, c'est un prêtre avec une arme enflammée. Merveilleux. On va lui faire lancer des sorts. Donc là, vous voyez les niveaux qu'il faut de prêtrise.
Nous on a un niveau 3 donc c'est cool. Divine Blessing, pour que toutes vos troupes puissent utiliser vos armes enflammées. Et ensuite Smite, donc l'embrasement quoi. Le moyen de faire tomber un trait divin sur les hérétiques. Sachant qu'un hérétique dans ce jeu c'est tout ce qui n'est pas de votre nation. C'est clair, c'est précis, on n'en parle plus. Donc ensuite on fait la même chose pour les troupes. Donc il y a différentes formations, mais généralement il y a des malus de morale. Donc généralement on utilise la formation en boxe. Ça dépend des troupes. Hein. Donc on va la mettre ici, devant, hein, et on va mettre attaque closest. Donc là cette escouade, elle sera en avant de la formation et aura pour ordre simple d'attaquer les gens les plus proches. Voilà, on pourra lui donner d'autres ordres. On va pas y revenir maintenant. Et les archers, donc on va les rapprocher un peu, voilà. Et eux, bah, c'est des archers. On pourrait les faire attaquer hein, d'ailleurs, comme ils ont des armes de corps à corps, mais non. Ils vont tirer sur les ennemis les plus proches. Voilà. Et on va mettre notre petit commandant ici. Donc là, vous voyez, ça c'est le mage qu'on vient de recruter. C'est parce qu'on est sur la province. Mais il va pas venir avec nous. Hein. Donc voilà. Donc on va l'envoyer... qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On va l'envoyer ici. Hein. On va voir si ça passe. Ensuite, notre mage. Donc vous voyez ses niveaux en magie, ses points de recherche. C'est pour ça que je l'ai pris, il a pas mal de recherche. Et la recherche, ça sert à quoi? Bah, c'est très utile, puisque vous avez différentes écoles de magie. Je vous rappelle 600 sorts. Hein. Accessible suivant vos mages, tout simplement. Vous voyez, Burning Hands, il faut un niveau de 1 en magie du feu. Lightning Bolt, c'est au niveau 2, donc il faut rechercher d'abord. Et ensuite, il faut un mage de niveau 2 en air, etc. Et vous gagnez des points chaque tour. Il en faut 50 pour passer au niveau suivant. Donc voilà. Donc pour Jummon, ce qu'il faut voir, c'est surtout l'école de la conjuration. Parce que comme vous le voyez, bon, vous avez différents sorts. Ça, c'est généralement des sorts d'invocation qui demandent des gemmes. On reparlera plus tard des gemmes, comment on les obtient. Dans une autre vidéo, sûrement. Et vous voyez, les sorts en bleu, c'est les sorts nationaux. Jummon est pas mal connu pour avoir pas mal d'invocations. Donc que ce soit... Bah c'est généralement des démons, en fait. Les anciens démons qu'on peut réinvoquer. Par exemple, les Konoha Tengu, c'est des troupes volantes qui sont invoquées par paquet de 5. C'est toujours sympa. C'est toujours sympa comme complément de vos troupes. Donc, bah voilà. Donc on va chercher de la conjuration. Sachant que vous voyez, il faut des niveaux spécifiques hein, à chaque fois, que n'ont pas tous vos mages, et c'est pour ça que généralement il faut bien paramétrer votre dieu, ou alors construire des objets magiques qui permettent de compenser votre déficience dans ces magies. On va chercher conjuration. Hop, voilà. Donc on recrute, on continue de recruter nos troupes sacrées, on continue de recruter un autre commandant, et c'est parti, end turn. Ah, notre ninja. Bon, il va se balader là-bas, puisqu'on va aller là après. Enfin, on va pas aller là après, puisque la vidéo va s'arrêter, mais bon, dans l'idée. Enter. Hop. Et là, la bataille, on va la voir. Vous allez donc voir l'aspect tactique du jeu. Hop, petite pause. Donc c'est des sprites en 2D. Hein. C'est pas ouf, mais je trouve ça assez joli, moi, personnellement. Surtout quand vous avez des... Vous avez 300 unités qui se baladent et qui sont réparties dans différentes escouades. Ça, c'est très joli à regarder. Donc, là, les archers qui commencent à tirer. Donc, vous pouvez faire clic droit. Hein. Chaque unité est représentée dans le jeu. C'est-à-dire, si vous avez 500 unités, il y aura 500 unités ici. Sachant que chaque unité peut se faire blesser au cours d'une bataille et porter sa blessure avec l'armée, tout simplement. Généralement, au bout de 5-6 batailles, la moitié des troupes auront perdu une jambe, un bras, et auront du coup des malus dans certaines caractéristiques. Bon là, pour l'instant, ce sont des troupes fraîches, donc elles n'ont pas de caractéristiques en rouge. Généralement, les blessures s'affichent ici. Pour les soigner, il faut des objets spéciaux, etc., ou des mages spéciaux. Mais nous, on n'en a pas pour le moment, et donc on va mettre la bataille. Donc c'est parti. Donc ça tire, ça tire. Alors Divine Blessing est lancé, ce qui fait que
Ah, ne bouge pas. Le Yamabushi, regardez, il a des armes enflammées, ça y est. Et il a aussi plus d'attaque, regardez-moi ça. Basique 14, plus Béni plus 4, donc il a 18 d'attaque. Ça c'est pas mal pour toucher l'adversaire. Allez hop. On va continuer, hop. Bon, ils vont en faire qu'une bouchée normalement. Enfin mais Ashigaru prennent la charge. Donc mon mage lance smite. Donc voilà, ça se bagarre. Hein. Hop, et vous voyez, il y a une notion de morale hein, aussi. Alors, ah, vous voyez, lui il a eu peur. Donc il a un moral de -5 maintenant. Et de toute façon, il est en déroute. C'est bien, dans les 2 tests précédents, une partie de mon armée partait en déroute à chaque fois. Bon bah c'est bien. Nefer qui roule, donc là c'est la poursuite. Hein. Pendant que mes archers tirent sur mes propres troupes, sympa. Et ensuite on a le rapport. J'ai perdu qu'un seul Ashigaru et un Yamabushi. Et eux ils ont perdu 40 troupes. On les a massacrés. C'est une guerre de religion, hein, je rappelle. Hop, donc bah, voilà, parfait. Donc on a maintenant cette province. Maintenant le plan ça serait d'avancer un peu plus loin. Ici peut-être de mettre une forteresse ou un château qui permettra de recruter d'autres troupes et de garder ce pont, qui est toujours sympa. Parce que je rappelle qu'il y a plein d'autres nations prêtes à en découdre. Et donc, vous avez vu la partie stratégie, la partie tactique, la partie médiévale fantastique, avec les petites armes employées. Et regardez-moi ça, je vous en avais parlé pour le Hall of Fame. Hop. Donc là, il a gagné plus de points de vie. Héroïcabilité plus 5. Parce qu'il est dans le Hall of Fame, que nous allons voir tout de suite. Il est là, Masamune est là. Parce qu'il a tué 3 personnes, et il a 6 points d'expérience. Et il fait partie des 15 guerriers les plus renommés du monde. Vous voyez, ça c'est les autres nations. Ça c'est un mercenaire, Durant the Great. Et ça c'est des indépendants. Que vous rencontrerez au fur et à mesure de vos batailles. Bon. Ah, parfait. Moi, je pense avoir fait un aperçu assez intéressant du jeu. Donc on peut construire un temple pour propager la foi, etc. Améliorer la milice pour garder vos provinces. Puis voilà. Bon bah c'est tout pour cette présentation. J'espère que c'était intéressant et que ça vous a donné envie. Bah d'ici là, portez-vous bien. Ciao.